Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la vie des marchés le jour d'après cette rotation sectorielle historique déclenchée suite à la communication de Pfizer sur l'efficacité de son vaccin. Le mouvement se poursuit dans une moindre mesure, mais on voit encore des performances positives pour les indices actions en Europe. Le CAC notamment, qui surperforme, on l'a vu dans la journée d'hier, on le voit encore à la mi-journée. Le CAC gagne plus de 1% et toujours cette thématique de la rotation sectorielle avec les valeurs et les secteurs les plus exposés, les plus en risque face à la pandémie qui sont en train de se revaloriser. Alors attention, beaucoup de ces valeurs ont été divisées par deux, ont perdu même parfois jusqu'à 80% de leur valeur boursière depuis le début de l'année. Donc on a des rebonds spectaculaires de 20, 30, 40%, 60% en 2 jours, mais qui sont loin de remettre les compteurs à zéro pour ces valeurs-là. On a vu un affaiblissement par ailleurs des valeurs Covid, celles qui ont profité à l'inverse de la pandémie. Les valeurs stay at home, Amazon, Netflix font figure d'emblème de ce point de vue-là et ce sont des valeurs qui ont cédé un peu de terrain sur la séance d'hier à Wall Street. Le mouvement continue donc sur les marchés avec un focus particulier sur Unibail Rodamco Westfield. C'est le cas de le dire puisque le projet Refocus a emporté la mise chez les actionnaires qui ont décidé de suivre Xavier Niel et Léon Bressler, ancien patron d'Unibail dans les années 90, contre le management actuel en écartant donc le projet d'augmentation de capital qui était proposé par le management d'Unibail. C'est le projet Reset qui a été retoqué et le projet Refocus qu'il a donc emporté. Le titre Unibail fait encore figure de leader aujourd'hui sur le marché européen et apparaît notamment avec une envolée entre 20 et 30%. Et puis le grand entretien de cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse autour de la finance responsable au sens large et des stratégies climat. Plus particulièrement, on mettra les mains dans le moteur pour comprendre comment les gestionnaires d'actifs bâtissent aujourd'hui leur stratégie climat, sur la base de quels outils, de quelles données. On entrera dans cet écosystème un peu précisément pendant une vingtaine de minutes avec Laurent Babiquian, le directeur des marchés de capitaux du CDP, le Carbon Disclosure Project en Europe, et un investisseur, Arnaud Faller, qui sera à nos côtés, directeur des investissements de CPR Asset Management, pour cet échange d'une vingtaine de minutes. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à la mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 continue sur sa lancée aujourd'hui et oscille autour des 5400 points à la mi-journée. Les valeurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire sont toujours très recherchées par les investisseurs ce matin, à l'instar des valeurs de l'automobile, de l'immobilier commercial ou encore des banques. Après avoir digéré la nouvelle d'un potentiel vaccin bientôt disponible développé par le laboratoire Pfizer, l'heure est également à la prudence pour une partie des investisseurs. Certains pointent en effet le fait que l'industrialisation et la distribution de celui-ci risquent de prendre du temps, tandis que d'autres voient dans l'annonce de ce vaccin efficace à 90% un risque d'inciter les politiques à ne pas poursuivre leurs efforts budgétaires de soutien à l'économie, notamment aux États-Unis. Il n'en reste pas moins que 2/3 des valeurs du CAC 40 sont dans le vert à la mi-journée. Du côté des statistiques, à présent, l'indice ZOO du sentiment économique des investisseurs allemands chute pour le mois de novembre. Il ressort à 39 points après les 56,1 points du mois d'octobre, alors que le consensus en attendait 44,3 points. En France, le taux de chômage progresse par rapport au trimestre précédent. Il passe de 7,1% à 9%. Et la Chine voit de son côté son inflation ralentir à 0,5% sur un an en octobre, un rythme que le pays n'avait pas connu depuis 2009. À noter que c'est également aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines. Droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des subventions accordées par les États-Unis à l'avionneur Boeing. En matière de Brexit, enfin, les lords anglais ont de leur côté rejeté le projet de loi proposé par Boris Johnson qui lui aurait permis d'invalider certaines clauses du premier accord de divorce conclu en 2019, notamment sur la question de l'Irlande du Nord. Le Parlement anglais qui prive ainsi le Premier ministre britannique d'une carte importante dans sa négociation avec l'Union européenne, mais qui reste en phase avec les engagements pris lors du premier accord. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Unibail Rodamco Westfield s'envole à la mi-journée alors que la
l'Assemblée générale du groupe qui se tenait ce matin s'est opposée à l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction du groupe. Les autres propositions du plan de sauvetage sont-elles en revanche validées? Les actionnaires ont également voté l'entrée au conseil de surveillance de Xavier Niel et Léon Bressler qui avaient notamment exprimé leur désaccord vis-à-vis de l'augmentation de capital. BIC annonce de son côté une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% dans le cadre d'un nouveau plan stratégique présenté aujourd'hui. Celui-ci souhaite réaliser 50 millions d'euros d'économies par an et générer au moins 200 millions d'euros de flux net de trésorerie par an également d'ici 2022. Et l'AMF annonce de son côté que Worldline possède à présent 93,9% de son concurrent Ingenico à la suite de son OPA. Ingenico qui a d'ailleurs demandé hier la suspension de cotation de ses actions et de ses Océanes alors que Worldline devrait lancer une procédure de retrait auprès de l'AMF dans les prochains jours. Et on finit avec les matières premières. Le baril de Brent se négocie à la mi-journée aux alentours des $43 tandis que l'once d'or, elle, est repassée sous les $1 900 et sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est repassé sous les $1,18 pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Grand entretien autour de la finance responsable et plus précisément des enjeux écologiques et climatiques avec deux invités qui vont nous accompagner pendant cette vingtaine de minutes. Laurent Babiquian est avec nous en plateau, le directeur des marchés de capitaux au sein du CDP Europe. Bonjour et bienvenue Laurent. Le Carbon Disclosure Project, vous nous expliquerez effectivement la fonction du CDP aujourd'hui dans cet écosystème de la finance responsable et notamment orienté vers les enjeux climatiques et environnementaux. Et puis un investisseur, Arnaud Faller, qui représente justement la communauté des investisseurs. Vous êtes directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. On discute avec vous depuis longtemps des enjeux de marché très immédiats. Là, on va prendre un peu de hauteur. Je donne juste la mesure de ce que représente CPR Asset Management. C'est plus de 50 milliards d'euros d'encours sous gestion aujourd'hui, avec une stratégie climat qui est en cours de construction. Hein. Il y a déjà des entamé. Il y a déjà un certain succès. C'est ça. Il y a déjà un fonds, notamment Climate Action, qui est la résultante de cette réflexion et de cette stratégie climat sur laquelle vous réfléchissez chez CPR. Vous nous expliquerez effectivement le rôle du CDP, Laurent, mais un mot de perspective, peut-être, messieurs, pour commencer, à la fois sur l'urgence climatique. On est à un point critique aujourd'hui, sachant que les objectifs sont des objectifs de long terme. On parle d'horizons de temps qui sont 2050, 2060. Il faut donc se projeter sur ces horizons de temps, mais ça se joue aujourd'hui. Et un mot également peut-être de l'alignement politique qui est en train de se mettre en place entre un Xi Jinping qui promettait il y a moins d'un mois une Chine carbone neutre en 2060 et une administration américaine qui sera sans doute demain une administration démocrate sous la présidence de Joe Biden. Je vous laisse peut-être commencer là-dessus, Laurent. Merci Grégoire, merci de me recevoir. Donc juste pour fixer le décor, les accords de Paris demandent à ce que la température moyenne à la superficie de la Terre n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport à la température moyenne de l'ère pré-industrielle, 1860. Ça, c'est le challenge. On est aujourd'hui entre 1860 et 2020, mais les chiffres datent de 2019, à plus 1,1 degré. Donc, il nous resterait plus 0,9 degrés à faire entre maintenant et 2050, puisque la barrière, c'est 2050 et 2100. Ouais. En fait, la deadline ultime, c'est 2100. Et or, le dernier rapport du GIEC a demandé à ce que cet objectif de température moyenne ne soit plus de 2 degrés, mais de 1,5 degré. Donc, en fait, il nous resterait entre aujourd'hui et 2050 à faire plus 0,4 degrés. Donc, on est totalement dans les clous, puisque si on continue business as usual, le monde à produire tel qu'il produit, à consommer tel qu'il consomme, les manières de consommer des gens, de produire des entreprises, de recycler ou d'extraire les ressources naturelles, on est plutôt plus sur une tendance à 3,2 degrés. Oui, c'est ça. On est dans les clous, on est complètement hors des clous. C'est ça, Laurent. Oui, je comprends. Ça dépend. Oui, je comprends. Ça dépend comment on le prend. Oui. Hors trajectoire. On est totalement hors trajectoire. On est au-dessus de plus de 2 fois ce que nous devrions faire pour sauver la planète. Juste, ça veut dire la prise de conscience est là. Maintenant, ce qu'on nous présente comme une transition écologique ou transition énergétique va plutôt prendre la forme d'une rupture.
Oui, alors il faut que ce soit une rupture qui se manifeste à tous les niveaux. Chacun va devoir avoir sa part à faire. Donc les entreprises, les investisseurs, les villes, les États, les régions, les individus. Il faut changer notre manière de consommer, de nous déplacer. Il y a tout à changer. Sur l'environnement politique, là, est-ce que vous parleriez, Arnaud, d'un alignement de planètes avec des grands ensembles qui sont dirigés aujourd'hui par des gens qui endossent ces stratégies climatiques? Oui, donc Laurent a évoqué le fait que tout le monde devait contribuer. Et effectivement, le lead, c'est quand même les États aujourd'hui encore. Les corporates ont à venir, mais les États sont... On a l'impression qu'il y a enfin un déclencheur. L'Europe, on le savait depuis un peu de temps. Et la grande nouveauté des jours récents, c'est tout à fait récent, c'est que l'Asie bouge vraiment avec des engagements. Donc le Premier ministre japonais a annoncé que son pays, ensemble, voulait être carbone neutre en horizon 2050, suivi de près d'ailleurs par la Corée du Sud. Et Xi Jinping a annoncé, lui, plutôt 2060. Malgré tout, ça donne un cap. Et c'est plutôt, franchement, une bonne nouvelle à saluer. Alors, il faudra surveiller concrètement ce qui est fait, mais pour autant, donner ce cap est important. Il faut se rappeler, effectivement, qu'aux États-Unis, avec le changement de président, ça peut être aussi une bonne nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique. Même si le Sénat reste républicain, on sait que le président peut, via des décrets, des executive orders, modifier un peu la politique climat. Par exemple, en limitant la pollution autour des exploitations de pétrole et de gaz. Par exemple, en réorientant les dépenses du gouvernement américain, notamment, par exemple, tout simplement le parc de véhicules du gouvernement. Il pourrait très bien dire, à partir de maintenant, c'est que des véhicules électriques. La même chose pour l'efficacité énergétique des bâtiments de l'administration américaine. Donc, l'impulsion politique, elle compte. Exactement. Quand même. Même si, encore une fois, le Sénat reste républicain, l'impulsion va être assez forte. Et puis, il faut se rappeler que l'Europe, qui était lead, entre guillemets, devient encore plus exigeant. Parce qu'elle avait dit que d'ici 2030, il fallait réduire les émissions de 40%. Ouais. Et en fait, depuis septembre, ils ont dit on fait mieux que ça. On fait moins 55%. Ouais. Donc, là, on a l'impression que l'ensemble du monde est en train de comprendre et de donner un cap assez sérieux à cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je voudrais qu'on mette un peu les mains dans le moteur, justement, pour comprendre comment cet écosystème fonctionne, comment on arrive à bâtir des stratégies climat chez les investisseurs, CPRM en l'occurrence, et sur la base de quels outils et de quelles données. Et c'est là où le rôle du CDP intervient, Laurent. Oui, en fait, pour pouvoir décider ou pour pouvoir manager, il faut d'abord avoir la donnée et la mesurer. Donc, c'est ce que fait le CDP. Le CDP, c'est aujourd'hui, donc c'est une organisation non gouvernementale qui est aujourd'hui 4 choses. On est la plus grande plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportent près de 10 000 sociétés, mais aussi des villes et des régions. On est, partant de là, on est devenu la base de données corporate environnementale la plus importante au monde. Ouais. Et on a décidé, il y a quelques années, d'établir un scoring. Et notre scoring n'est pas du tout un scoring ESG ou un scoring qui serait lié à un scoring d'agence de rating. C'est un scoring pur. C'est un scoring qui mesure la performance et l'impact environnemental d'une entreprise sur le thème auquel elle répond. Parce que nous avons 3 types de questionnaires. Le plus connu, c'est le changement climatique, mais on développe aussi maintenant beaucoup la gestion durable de la ressource en eau et l'impact des entreprises sur la déforestation. D'accord. Donc, on regarde... La biodiversité. Non, alors la biodiversité, alors c'est encore autre chose. C'est quelque chose... On a quelques questions dans le questionnaire forêt relatives à la biodiversité. D'accord. La biodiversité, c'est très compliqué. Il va falloir la traiter parce que si on veut baisser les Covid, il va falloir qu'on arrête d'agresser la nature. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit arriver. Mais on n'en est pas encore là. Et pour l'instant, c'est climat, eau et forêt. L'impact de mon organisation, entreprise ou organisation publique sur le climat, l'eau et la forêt. Mais les entreprises ne sont pas invitées à répondre à ces trois problématiques, en fait, puisque ça va dépendre de la matérialité pour l'entreprise. Si vous prenez quelqu'un comme L'Oréal va répondre au changement climatique, à l'eau et la forêt, parce que dans sa supply chain, L'Oréal a besoin d'huile de palme, de l'eau dans la production. Et donc, si vous prenez quelqu'un comme Capgemini, par exemple, ce sera plus le questionnaire changement climatique. Et donc, cette notation est un signal pour les investisseurs. Donc, nous avons réussi à faire cette base de données et cette plateforme de reporting parce que nous recevons l'autorité de la part de 525 investisseurs signataires, dont CPR Asset Management, dont Amundi, dont
des NCA et tant d'autres. Qui représente plus de 106 milliards. 106 000 milliards de dollars. 106 000 milliards. Millions de dollars. 106 000 milliards de dollars d'assets. Et partant de là, cette autorité se matérialise en un questionnaire que nous envoyons chaque année aux entreprises en disant on vient vous voir de la part de nos 525 investisseurs signataires. Et quand le CEO de l'entreprise reçoit la demande du CDP de répondre au questionnaire et qu'il regarde la liste des investisseurs signataires, il va dire celui-là est actionnaire chez moi, donc j'ai peut-être intérêt à répondre. Ça l'engage sur la véracité des réponses qui sont du déclaratif, toujours, du déclaratif dans ce domaine-là. On n'audite pas les réponses, c'est du déclaratif pur. On demande un seul audit, c'est pour une entreprise qui est pressentie pour recevoir la meilleure note, être un leader en CDP, donc la note A. Il faut qu'elle nous donne un papier certifié par un tiers qui mesure au moins 70% des émissions de scope 1 et 2, on ne va pas rentrer dans le détail, à l'échelle du globe de cette société-là. Vous notez les entreprises donc, sur leur impact et performances environnementales, climatiques, eau et forêt. Vous notez également derrière les fonds, justement, qui investissent dans ces entreprises. Et là, on en vient aussi concrètement aux outils pour les investisseurs et les clients des investisseurs, d'une certaine manière. Absolument, Grégoire. La quatrième pilier que je voulais mentionner, c'est que, comme on a toute cette base de données, on a décidé de les faire parler de manière intelligente. Et donc, j'ai 2 exemples à donner. Premier exemple, c'est Climatrix, qui est une notation environnementale de fonds d'investissement. Nous notons aujourd'hui 20 000 fonds. Il y a un site public d'accès. N'importe qui vous écoute ou qui nous écoute peut aller voir si son fonds a une bonne note ou pas. Les notes sont représentées par des feuilles. Un fonds qui a 5 feuilles, c'est un fonds qui est en excellente position pour la transition énergétique, donc bas carbone, ou ce qu'on appelle water resilient and deforestation free. Et un fonds qui a une feuille, c'est un fonds qui n'a rien à faire du climat, par exemple. Et c'est une information qui doit aller jusqu'au grand public aujourd'hui. Ah oui. Je pense que maintenant, l'investisseur individuel qui a 500 € à investir tous les mois, il ne peut pas dire « je ne savais pas ». Il a cette information, il peut dire « maintenant, moi, je suis décideur et moi, je peux agir et je peux dire à mon banquier « je veux un fonds à 5 feuilles plutôt qu'un fonds à une feuille ». Donc, présentez-moi des fonds à et investir là-dedans. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil que nous avons lancé il n'y a pas longtemps, c'est un outil de température où ça s'appelle les CDP Temperature Rating, où on transforme les objectifs de réduction d'émissions rapportés par les entreprises au CDP en un chiffre simple qui est une trajectoire de température de l'entreprise. Et ensuite, une fois... Combien de degrés j'ajoute à la planète avec mes activités dans la manière dont elle tourne aujourd'hui? Et alors, si l'entreprise réalise tous les objectifs de réduction d'émissions qu'elle rapporte, alors elle sera sur 1,8 degré, 2,5 degrés ou 3 degrés en fonction de l'entreprise. Et ensuite, toute cette information peut être utilisée par les investisseurs, et je pense qu'Arnaud en parlera. On agrège cette information et on peut calculer la trajectoire de température d'un fonds d'investissement, ce qui va être une information capitale. Plus on va aller de l'avant, plus les gens vont demander cette information. Arnaud, pour la partie investisseur, chez CPRM, voilà, donc vous utilisez évidemment les données, un certain nombre d'outils qui sont délivrés par le CDP. Comment est-ce qu'on bâtit une stratégie climat derrière ça? Donc, concrètement, notre but, évidemment, c'est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. On doit réorienter les investissements, parce que les investissements sont massifs à faire, mais on a quand même des moyens à mobiliser. Donc, première étape, mais qui est évidemment pas suffisante, mais malgré tout qu'il faut mentionner, c'est d'abord exclure les valeurs charbon. On sait très bien que c'est la source d'énergie la plus nocive et qui est absolument pas compatible avec la trajectoire 1,5 degré. C'est un nettoyage qui est fait au sens large aujourd'hui dans la communauté mondiale des investisseurs. Au sein de CPR, oui. Au sein de CPR, oui, d'accord. Au sein de CPR, c'est tous les portefeuilles doivent exclure les valeurs charbon, que ça soit en action ou en dette. On sait très bien que c'est aussi important la partie dette en termes de taille, ça pèse encore plus lourd que la partie fonds propres. Donc on exclut les valeurs charbon. Et ensuite, on doit réorienter les investissements. Donc là, on propose des solutions d'épargne où justement, on tient compte du risque climat. Notre devoir de gérance, c'est un devoir fiduciaire de faire la meilleure performance à risque maîtrisé. Le risque maîtrisé, le risque climatique devient un risque majeur qui se traduit en financier. Donc comment ça se passe? Donc on utilise effectivement les données en provenance du CDP. La bonne nouvelle, c'est que la couverture est de plus en plus large. Donc Laurent l'a évoqué, il y a plus de 7000, 8000 valeurs qui sont maintenant sociétés qui répondent au CDP. Avec d'ailleurs au passage une chaîne de clients-fournisseurs qui est assez vertueuse. Sous-entendu, par exemple, dans le secteur automobile,
il y a les gros manufacturiers vont demander aux équipementiers leur politique climat, qui eux-mêmes vont demander aux fournisseurs de matières premières. En bout de chaîne, on a une vision globale de l'impact de la supply chain dans son ensemble. Exactement. Ça, c'est très important parce que Bien nous, sûr. on veut une couverture large. On ne veut pas raisonner sur un micro-secteur. Ouais. On veut avoir l'ensemble. D'ailleurs, nos solutions d'épargne, donc en l'occurrence, par exemple, CPR Invest Climate Action, évidemment, d'abord, c'est un fonds action internationale, parce que le problème, il n'est pas local, il est mondial. Deuxièmement, il est évidemment tout secteur. On a en tête, à part l'exclusion des valeurs charbon, on a en tête que l'ensemble des secteurs doivent contribuer, y compris les secteurs énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut surpondérer la partie énergétique. En revanche, il faut malgré tout en tenir compte, et certaines valeurs énergétiques sont plutôt bien notées par le CDP. Et donc ensuite, d'ailleurs, la notation du CDP varie entre A et D, et nous, on préfère toutes les sociétés qui ont la meilleure politique climat au sens A et B. Et le reste, pour l'instant, on les exclut. On surveille s'ils font des progrès, mais pour l'instant, on les exclut. Et donc, ça fait un portefeuille assez équilibré en termes de secteur et complètement compatible avec, encore une fois, la trajectoire 1,5 degré. Et d'ailleurs, pour certains clients, certains réseaux partenaires, par exemple le LCL, on réduit l'empreinte carbone de minimum 20%, donc par rapport aux indices, donc c'est un bel effort. Et on sait très bien d'ailleurs que l'indice lui-même va voir sa réduction, parce que toutes les sociétés sont incitées à réduire aussi leur empreinte carbone, mais nous, on maintiendra notre 20% par rapport à l'indice. Donc chaque année, notre empreinte va encore plus baisser. Et l'autre chose, pour l'empreinte résiduelle, on a mis en place une possibilité de compenser l'empreinte résiduelle via des projets de reforestation, que ce soit en Amazonie ou en Asie, pour avoir une empreinte carbone zéro, d'ores et déjà maintenant, et pas que 2050. Concrètement, là, le fonds, alors vous l'appelez CPR Invest Climate Action, c'est ça Oui. À qui il s'adresse La bonne il pèse quoi et à qui il s'adresse aujourd'hui? Est-ce que c'est encore des fonds pour les institutionnels, sont les gros amorceurs quand même de ces politiques environnementales, de ces stratégies ESG, ou est-ce que c'est de plus en plus des particuliers? Donc la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble du monde d'investisseurs, que ce soit le monde institutionnel ou le monde des personnes physiques, est totalement aligné. L'ensemble ont le droit et le devoir de tenir compte du risque climat. Et donc, c'est des fonds qui sont tout publics. Ce n'est pas vrai pour tous les fonds, mais en l'occurrence, pour ces fonds-là, c'est vraiment tout public. Et la part du retail dans ces fonds-là devient même majoritaire. Et donc, on est très content que l'ensemble des personnes physiques, effectivement, réfléchissent et donnent du sens à leur épargne, au sens à dire, mais si j'en tiens pas compte aujourd'hui, c'est un risque à horizon de ma retraite 10, 15 ou 20 ans. Est-ce que ça veut dire que le rendement ou la performance climatique que vous bâtissez à travers ces fonds, vous êtes capable de la mettre en équivalence du rendement financier? C'est-à-dire dire ce fonds, voilà, sur un horizon de temps 5, 8 ans, vous pouvez espérer jusqu'à, je sais pas, 3-4% de rendement, et en plus avoir aussi cet impact climatique. Est-ce que la valeur du rendement extra-financier est en train de s'aligner sur celle du rendement financier? Dans la tête du client final, j'entends. Maintenant, effectivement, c'est des fonds cœur de portefeuille. Ce n'est pas des fonds de diversification. Pourquoi? Parce qu'effectivement, évidemment, on tient compte du risque climat. Et donc, on évite les accidents de parcours. On essaie d'éviter à tout prix cela. Mais il y a aussi des opportunités. Il y a des sociétés dans le secteur des énergies renouvelables, évidemment, qui prennent beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, il y a des grandes capitalisations qui ont dépassé les grosses pétrolières. Nextera, aux États-Unis, c'est le symbole de la fin du mandat de Trump, pèse plus lourd qu'ExxonMobil. Exactement. Donc il y a à la fois la gestion des risques, où on sait qu'il peut être majeur, et c'est le risque numéro 1, mais à la fois des opportunités qu'il faut saisir, d'où le fait que c'est bien, pour une personne physique, cœur de portefeuille, avec un horizon assez long. Laurent Babican, je reviens vers vous. Le premier message que vous délivrez, c'est quand même un message d'urgence, toujours. Qu'est-ce qui manque selon vous dans l'écosystème qu'on essaye de décrire pour se remettre dans les clous? Vous disiez, on est hors des clous, les prochaines années vont être critiques. Qu'est-ce qui manque comme brique, comme action dans l'écosystème pour se remettre sur les rails des objectifs qu'on s'est fixés? Alors je voulais dire, apporter un satisfecit au fonds Climate Action parce qu'il a 5 feuilles d'adaptation Climatrix, donc il a la meilleure note. Je pense qu'il faudrait que les investisseurs aient de manière maintenant chronique et institutionnalisée dans leur stratégie d'investissement la notion de l'ESG. Et dans l'ESG, le risque le plus matériel, c'est le E, donc c'est le risque climatique. Donc il faut systématiquement qu'ils fassent l'intégration ESG ou l'intégration de l'environnement dans leur politique d'investissement.
Tout le monde ne le fait pas encore, c'est pas encore mainstream. Parce que tous ceux qui viennent ici me disent on le fait d'une certaine manière. Donc il ne faut pas se laisser noyer sous ce discours-là. Il y a le discours, il y a la réalité. Donc dans la réalité, on est encore très très loin de ce qu'on doit faire. Et une fois que les investisseurs ont les outils pour calculer leur impact environnemental, il faut qu'ils prennent un objectif, une trajectoire, et notamment avec les températures dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce qu'on appelle les Science-Based Targets pour les institutions financières. Je calcule mes trajectoires de portefeuille, et maintenant je veux avoir un objectif. D'ici 5 ans ou 10 ans, je veux que tous mes fonds soient sur une trajectoire d'1,5 degré. Comment je vais faire pour y arriver? On est très loin de ça. Il y a des outils qui permettent de le faire. Donc, c'est les Science-Based Targets. Je ne sais pas si on le développera, mais c'est un outil qui est très puissant. Et il y a la nouvelle méthodologie pour les institutions financières qui est sortie il y a 1 mois maintenant. Et on va demander à tous nos investisseurs, les 525, on va leur demander, bon, maintenant, c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez la data, vous faites du bon boulot, pour certains d'entre vous, meilleur que d'autres. Mais maintenant, il va falloir prendre des objectifs d'investissement et il va falloir avoir des targets. Et on va vous suivre là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je pouvais me permettre... Il nous reste 2 minutes après pour conclure. Le deuxième point, c'est il faut que tous les instruments vanille sur les marchés, les options, les swaps, tout ça, soient aussi appliqués à l'ESG, ce qui n'est pas encore le cas. Et ça permettra... Donc les marchés dérivés notamment. Là, vous intégrez les marchés dérivés dans la démarche. Exactement. Bon. Et pour apporter la liquidité, pour que les spéculateurs, les hedgers et tous les market makers fassent leur job, il va falloir qu'ils aient tous ces instruments, ce qui n'est pas encore le cas. Ouais. Justement, un mot de réaction, Arnaud. Oui, sur la SBT, franchement, on partage totalement le point de vue et on encourage. Il y a déjà 500 sociétés qui ont signé et audité. Qui sont engagées d'une certaine manière à travers ces objectifs. Oui, et il y en a d'autres qui attendent, qui étudient et qui vont bientôt signer. Ouais. Donc c'est quand même un mouvement très fort parce que cette fois-ci, on sait exactement quelle sera la température de chacune des sociétés. Et nous, on privilégie dans les univers d'investissement et dans les portefeuilles les sociétés qui ont signé avec le SBT. Pour les accompagner vers leurs objectifs, c'est ça. Exactement. Dans une logique d'accompagnement. Ils se sont cette fois-ci engagés. Point. Ouais. Et donc avec des points d'étape. Et donc, on est très favorable. Concernant les dérivés, on est d'accord que les dérivés, c'est un outil très utile. Il faut qu'ils basculent dans le monde ESG avec des indices ESG. Et il faut que la liquidité bascule des dérivés classiques vers les dérivés ESG. 1 minute pour conclure. Alors, c'est un sujet porté par l'Europe aujourd'hui, Laurent et Arnaud. Définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Pour l'investisseur. C'est ce qu'on appelle la taxonomie en Europe. Où est-ce que vous placez l'enjeu de cette taxonomie européenne qui a une vocation mondiale, j'imagine, derrière Laurent? Oui, il faut que cette taxonomie devienne la référence, l'alphabet dans le monde pour justement dire qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour que les investisseurs puissent parler le même langage. Et l'étape d'après, c'est de créer un standard de reporting ESG qui soit adopté par tout le monde. De la même manière qu'il y a un standard de reporting financier, il faut qu'il y ait un standard de reporting ESG. Et l'Europe travaille là-dessus en ce moment, d'arrache-pied. Et on aura les résultats au mois de janvier 2021. C'est crucial que ce soit la taxonomie européenne qui l'emporte au final. Oui, je pense que l'Europe... Quand on parle finance, c'est souvent le monde anglo-saxon qui dicte les normes. Justement, mais là, pour une fois, l'Europe est en avance sur l'ESG dans le monde et il ne faut pas qu'elle perde cette part de marché et cette avance par rapport aux anglo-saxons, justement. Et là, on peut peut-être même parler de souveraineté. Voilà, j'allais dire, certains estiment que ça fait partie des enjeux de souveraineté. Oui. Un mot de conclusion là-dessus, Arnaud. Exactement ça. Il faut que l'Europe on est en avance, il ne faut pas perdre cette avance face au monde anglo-saxon avec des standards européens en libre disposition par rapport à l'ensemble des investisseurs et le public de manière générale. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour ce grand entretien de la mi-journée dans Smart Bourse. Laurent Babiquian, directeur des marchés de capitaux au sein du CDP Europe et Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.